Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Donc, nous sommes en direct sur Radio Fréquence Atlantique avec ses trois fréquences, 88.3, 93.6 et 105.9. Vous pouvez suivre les émissions sur rfaradio.net, donc par Internet. Et puis, nous sommes donc en direct sur la page Facebook de Jikambout. Et donc, nous sommes là pour la matinée. Nous vous rappelons que nous commençons par des informations sur l'actualité nationale et internationale et qu'ensuite, il y a une partie interactive, malheureusement qui n'est pas encore retransmise sur Facebook, mais qui continue sur les ondes et sur Internet, à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 0596 03 14 03. Donc, bienvenue à tous. Merci aussi à toutes ces centaines de personnes qui se rapportent à l'émission Facebook après, à partir du dimanche après-midi. En tout cas, nous espérons que nous pourrons continuer à apporter notre contribution à une information alternative. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer, la date oblige, par un bilan de l'année 2020 au plan national et au plan international. Ensuite, nous allons faire la partie de déconstruction que nous avons entamée depuis pratiquement un mois, où chaque fois nous abordons des thèmes de propagande des médias occidentaux, des médias des multinationales, qui empêchent une claire vision de la réalité et des tâches que nous devons assumer. Donc, ce sera la deuxième partie. Avant même de commencer le bilan de 2020, je tiens à faire quand même une petite rectification parce que dans l'émission de dimanche dernier, j'avais invité le public à se reporter à un article sur l'histoire des festivités de Noël. Et j'avais dit qu'on le retrouvait dans Mediapart. Mais c'était un lapsus. Et c'est sur le site Madini North que l'on peut découvrir cet article très intéressant que je vous conseille de consulter. Donc, concernant le bilan, nous avons retenu 5 points clés pour la Martinique, pour notre pays, et 5 points clés qui concernent la situation internationale globale. Concernant notre pays, ces 5 points clés qui nous permettent de tirer un bilan de l'année 2020 sont les notables avancées dans la lutte de notre peuple, qui méritent d'être signalées, la crise sanitaire, les mutations sociales et économiques qu'elle entraîne, ensuite les catastrophes environnementales qui nous ont touchés, la question de la recomposition de la classe politique en Martinique et enfin l'essor de la lutte contre l'empoisonnement aux pesticides. Tout à l'heure, je vais préciser les 5 points concernant la situation internationale. Alors d'abord, pour parler des notables avancées de la lutte du peuple martiniquais. On se rappelle que quand on faisait le bilan de l'année 2019, on avait signalé un phénomène nouveau qui avait fait irruption, c'est l'engagement de jeunes militants et qui s'étaient rapprochés dans la pratique d'un certain nombre de militants d'organisations qui travaillent sur le terrain depuis très longtemps et qui avaient lancé des mouvements de libération de la plage, d'occupation des centres commerciaux pour exiger le procès des criminels de l'empoisonnement et avec toutes les conséquences en matière de répression. Mais ce mouvement avait montré que quelque chose de nouveau se passait dans la conscience et dans l'engagement politique du peuple martiniquais globalement. C'était inédit. La question du positionnement par rapport à la caste béquet s'est trouvée également changée par cette lutte. Ça se passe donc essentiellement avant 2020. Mais quand on arrive à 2020, on aurait pu croire
que la répression, la propagande pour disqualifier ces mouvements-là aurait pu ralentir la dynamique. Bien au contraire. 2020 a montré que ces mouvements-là ont continué et se sont portés sur des questions de fond, à savoir l'image que nous avons de nous-mêmes, la connaissance que nous avons de notre histoire et les actions qui ont été faites pour renverser des statuts symbolisant le colonialisme. Si dans la première semaine, elles ont provoqué des réactions, disons, venant des personnes assimilées ou des personnes qui ne comprenaient pas la dynamique, qui était très négative, ces réactions, bien très vite, on a vu un déferlement d'explications, d'engagement de gens qui comprenaient et qui approuvaient. Et quand, pardon, on s'est rendu compte qu'au niveau international, la dynamique s'est propagée comme une vague. Partout, on a renversé des statuts, on a dénoncé, on a déboulonné, on a mis en cause les symboles de l'oppression coloniale et du racisme. Pendant toute l'année, c'est un phénomène qui ne s'est pas arrêté. Et tout récemment encore, on a parlé de la décision à Barbade, mais on y reviendra peut-être dans la question internationale, et même aux États-Unis, où à Boston, on a enlevé une statue du président Lincoln, au pied duquel était à genoux un esclave. Bien, donc cette dynamique a permis un bond dans les consciences globales en Martinique, et on peut parler de cette avancée de la lutte de notre peuple. Alors, bien sûr, il faut tenir compte des contradictions politiques qui naissent de tous les mouvements, j'allais dire révolutionnaires, mais alternatifs qui remettent en cause la société. Et on a vu qu'au sein des militants, confrontés à la réalité, différents positionnements se précisaient. Certains comprenant qu'il fallait arrêter la seule agitation visant à sensibiliser, mais qu'il fallait entamer un travail de fond au sein du peuple martiniquais pour préparer la lutte de libération nationale. D'autres ont choisi des voies diverses, mais en tout cas, ça a entraîné un débat politique et ça a entraîné surtout une réaction particulièrement dure des autorités coloniales. On a parlé des procès, mais surtout au plan de vue idéologique qui mobilise ces médias pour essayer de marginaliser le mouvement qui se fait là en parlant uniquement de petits groupes de RVN, de Rouge Vert Noir. Ce sont les RVN, ce sont des activistes, et en faisant en sorte d'utiliser toutes les erreurs qui peuvent être commises par l'un ou l'autre minorité au sein de cette dynamique pour discréditer le drapeau martiniquais et la dynamique de résistance. Mais cela ne passe pas, parce que l'essentiel des militants interviennent pour expliquer que ce n'est pas une question de RVN, puisqu'on ne qualifie pas les atrocités que font un béquet de BBR, de Bleu Blanc Rouge, on ne qualifie pas les méchancetés du préfet de méchanceté le groupe des BBR. Donc c'est une manœuvre idéologique qui est faite pour essayer de discréditer l'essor de notre drapeau national dans l'ensemble de la société martiniquaise, et afin de désigner une voie de garage. Donc le résultat de cette dynamique de conscientisation, c'est que nous sommes en position d'aller de l'avant, et 2021 sera une année importante dans notre lutte de libération nationale. Le deuxième point concernant la crise sanitaire. On a compris, comme dans l'ensemble des pays occidentaux, que les États profitent de la crise sanitaire pour régler les comptes avec les oppositions. Et en Martinique, les autorités coloniales ont particulièrement profité de cette pandémie de Covid-19 pour écraser toutes les contestations, pour domestiquer la population, imposer des comportements, des habitudes de soumission, d'acceptation d'ordre, qu'ils soient justes ou injustes. Donc on a compris ça.
leur volonté n'est pas principalement de lutter contre le Covid-19. Puisque, alors que nos voisins caribéens prenaient des mesures fermes qui ont bloqué la pandémie, ils laissaient les touristes italiens, les bateaux de croisière faire le va-et-vient, et ce sont ces mêmes militants qu'on appelle les RVN, enfin qu'on essaie de marginaliser, qui ont sensibilisé l'opinion publique et qui ont contraint les autorités à agir en allant sur le terrain, à l'aéroport et au port, pour exiger qu'on prenne des dispositions. Alors, ce ne sont pas vraiment les considérations sanitaires qui guident la politique coloniale, puisque en fin d'année encore, alors que le confinement et les restrictions s'accélèrent en France, dans le territoire de la métropole coloniale, dans la colonie, on appelle 100 000 personnes à venir sur les plages sans masque et on fait de la propagande dans les médias français pour qu'ils puissent aller. Alors, évidemment, nous avons déjà expliqué, et notamment le président du CNCP, Jean Abol, a fait une intervention qu'on peut retrouver sur YouTube, qu'il ne s'agit pas de dire que les Martiniquais, les gens qui ont des centres d'intérêt en Martinique, ne puissent pas venir voir leurs familles. Non, on est pour cela. Mais il s'agit de dénoncer ce double langage qui opprime notre peuple et puis qui en même temps appelle une centaine de milliers de personnes à venir et propager éventuellement le virus, puisqu'on parle de rassemblement qui obligatoirement entraîne la formation de foyers de contamination. Et puis, l'impact désastreux de la politique du gouverneur colonial en Martinique est un peu à l'image de ce qui se fait en France, puisqu'on ne tient absolument pas compte des injonctions, des appels des personnels de santé en matière de psychiatrie, en matière de psychologie. On est en train de détruire le tissu social, on est en train de favoriser les suicides, de favoriser les violences conjugales, on est en train de déstabiliser tous les liens sociaux, de déliter tous les liens sociaux, sans porter de réponse à cette réalité-là, au prétexte qu'on veut empêcher la propagation d'une pandémie de Covid-19. Donc, on déstructure la société elle-même, mais on écrase le tissu économique. À qui peut-on faire croire que lorsque le gouverneur colonial français en Martinique autorise les gens à aller dans les supermarchés, dans les centres où on vend des automobiles, dans les jeux de loto, dans les points de vente de la Française des Jeux, dans les centres où on vend de la téléphonie, on autorise tout cela, et puis on interdit aux petites boutiques, aux petits commerçants, aux petits restaurateurs, aux petites catégories économiques de fonctionner. Alors qu'il aurait été absolument possible de les aider à assurer des mesures de sécurité et d'hygiène et de sécurité, cela aurait empêché la circulation de fait entre les quartiers, les villes, etc. Si les supermarchés étaient fermés, il y aurait eu moins de concentration et de possibilités de propagation dans le fait que des petites unités recevraient moins de gens avec contrôle. Soit dit en passant, on voit dans les images de pays étrangers comment systématiquement les espaces publics sont désinfectés par des pulvérisations, etc. Pourquoi ça ne se fait pas? Ne serait-ce pas la première chose à faire? Donc, la crise sanitaire a un impact mortel sur l'économie et sur la société martiniquaise, comme dans les autres pays occidentaux, mais avec la précision que cela est intentionnel. Alors, les comploteurs parlent toujours de complotistes, mais les comploteurs savent très bien, et ils le veulent, qu'en tuant le petit commerce, eh bien, c'est la présence française, c'est la dépendance de notre pays qui va s'accentuer, c'est la concentration
des moyens de production, c'est la concentration de l'économie entre les mains des multinationales. C'est cela qu'ils recherchent en définitive. La troisième donnée que nous avons retenue dans le bilan de la Martinique, ce sont évidemment des catastrophes environnementales. On avait eu les sécheresses terribles de l'année dernière, le carême qui a fait tous les dégâts qu'on le sait. On est inquiet pour cette année encore, mais il y a eu les inondations, les glissements de terrain qui ont, premièrement, heureusement pas endeuillé les familles, mais qui ont premièrement fait des familles entières perdre leur maison et qui ont déstructuré l'économie des régions concernées, rendu difficile le déplacement des employés, etc. Et on a vu à ce sujet la fragilité de notre pays au point de vue environnemental et les limites du système capitaliste en matière de protection des biens des personnes, parce que si on n'est pas assuré, catastrophe naturelle là ou pas, on n'est pas indemnisé. Si on est assuré, il faut que des élus frappent du poing sur la table pour que le gouvernement français tienne compte des glissements de terrain et dans l'arrêté de catastrophe naturelle. Donc, et on ne sait pas encore à quel niveau et comment. D'autant plus que les riverains disent qu'il y a des problèmes sur ce qui est vraiment assuré. Et les assurances ne sont pas des organismes philanthropiques, ce sont des gens qui sont là pour faire du profit, qui augmentent les primes quand le danger augmente, mais qui trouvent toutes sortes de petites lignes en coin de page pour ne pas assumer leurs responsabilités. Donc on a vu la collusion du gouvernement avec les multinationales de l'assurance. Mais cela nous a surtout montré la fragilité du développement qu'on nous présente comme supérieur à celui des autres Caraïbes, des autres îles de la Caraïbe. Nous sommes dans un terrain où tous les risques naturels sont très présents, prégnants, et le réveil supposé de la montagne Pelée est là pour nous le rappeler encore. Les sols martiniquais sont essentiellement argileux et ne peuvent pas supporter les amas de construction et cette folie de construction d'autoroutes. Quand on pense que des gens soi-disant désireux du développement de la Martinique proposent comme projet de poursuivre 3x3 va du nord au sud, de l'est à l'ouest, de bétonner, on voit la gravité de la situation. Parce que là, c'est une question de choix. Nous sommes une petite île de 1100 km². Plus on construit des routes, plus on fait des zones résidentielles élargies et le bétonnage renforcé, moins le sol absorbe les pluies, plus on détruit les mangroves. Et ce qui se passe là, aujourd'hui, à cette Marie, est appelé à se généraliser dans notre pays. Donc, il faut qu'on comprenne que les mythes du développement, parce qu'il y a beaucoup de néons, de routes et d'automobiles, c'est une irresponsabilité qu'il faut retourner à des formes respectueuses de l'environnement, où l'on réfléchit au mode de construction, au mode d'habitat, au mode de transport, etc. Ça, c'est le troisième élément qu'il nous faut retenir et dont il faut tirer toutes les leçons concernant 2020. La quatrième chose dont je voulais parler, c'est la question de la recomposition de la classe politique. Alors, déjà, avec l'éruption des mouvements militants autour du drapeau rouge, vert, noir, etc., on avait vu que quelque chose se passait. Mais la méfiance, plus la défiance de la majorité de la population, qui commençait à se traduire par l'abstention aux élections, s'est accrue. Non pas parce que les gens veulent aller à la pêche, comme les journalistes aiment à dire de façon assimilée, mais parce que les gens comprennent
que la représentation élective dans ce pays ne correspond pas à leurs attentes, que les promesses ne peuvent pas être tenues, que les pouvoirs des collectivités locales sont limités et de plus en plus erronés par l'État français, et du fait de son désengagement, par exemple. Eh bien, les gens comprennent qu'il n'y a pas de solution. Ce n'est pas parce qu'ils sont sots, qu'ils ne veulent pas faire de politique, c'est parce qu'effectivement, ils se rendent compte que c'est une voie barrée, que c'est un chemin qui ne mène pas à la résolution des problèmes. Mais au-delà de cette affaire-là, le fait qu'une grande partie de la classe politique qui se dispute les élections reste dans un schéma de cancans politiciens absurdes qui n'ont qu'un seul but de leur assurer leur élection, qui font toutes sortes d'alliances électorales tchololo pour arriver au pouvoir. Et puis on a vu cette année 2020 l'éclatement de rassembler pour bas pays en chance, etc. Et on a bien compris que ce n'était qu'une alliance de circonstances qui avait bloqué la question de l'évolution statutaire, c'était l'un des points d'accord, et qui n'était là que pour assurer un partage de pouvoir et pour empêcher à une autre aile qui défend également une voie libérale d'arriver au pouvoir. C'était de la politicaillerie et les choses ont implosé. Alors, querelle d'ego, volonté d'accaparer le pouvoir par certains, de couper les têtes qui dépassent, et on a vu la réalité de la politique bourgeoise, des limites de la politique bourgeoise, de l'assimilationnisme concernant la question des institutions et la question de la représentativité du peuple. C'est quelque chose qui a été très profondément marqué, sans compter que les conséquences du Waterloo-Macron concernant la gestion de notre pays, à travers le Covid, à travers un certain nombre d'autres questions, a fini de prouver qu'on ne peut pas continuer à espérer de vivre au crochet de la mère patrie, que c'est plutôt la mère patrie qui vit au crochet de la colonie. Les gens ont compris ça. Donc il y a un bouleversement dans la classe politique, mais la classe politique, ce n'est pas que les élus. La classe politique, c'est aussi les organisations patriotiques qui travaillent dans ce pays depuis plus de 50 ans. Il y a une décantation qui a continué à se faire parce que les gens qui avaient essayé, par exemple, de saborder le CNCP pour gagner des strapontins aux élections, ils ont été éliminés par la vie politique. Ça, c'est la réalité. Les gens qui faisaient de la surenchère et au sein des différents mouvements, eh bien, ils sont de moins en moins suivis et les Martiniquais commencent à distinguer dans ce qu'on appelle la classe politique, les politiciens à la recherche de mandats et puis des gens qui proposent des alternatives politiques. Cette recomposition-là est absolument fondamentale et vient appuyer cette dynamique que nous avons évoquée dans le premier point, à savoir les progrès du peuple martiniquais, qui se traduisent par exemple par la prise en main de leurs problèmes par les Martiniquais à la base. On a vu que les mouvements syndicaux qui sont conséquents luttent pour que leur voix soit entendue. Le syndicat de l'UGTN de Trinité qui impose la reconstruction, qui lutte pour la reconstruction de l'hôpital, qui pose les vrais problèmes, montre qu'il faut que les gens se mobilisent. Alors, il y a beaucoup d'autres sections, d'autres syndicats qui, contrairement à ce genre d'exemple, restent à l'affût en attendant les prochaines élections prud'homales. Mais à côté des sections syndicales qui s'engagent, comme par exemple à Peugeot contre le licenciement, on a également des mouvements qui luttent pour l'accès à l'eau, pour que dans les différents
secteurs qui concernent la vie de la population, on prenne en compte leurs besoins réellement et qui font pression. Alors, cela a conduit à ce qu'une partie des représentants élus ont commencé à prendre en compte, à entendre cette voix, quelles que soient les intentions, mais à entendre cette voix et à s'engager pour la répercuter. On peut dire ce qu'on veut, c'est une bonne chose et c'est un progrès. Alors, le dernier point concernant la Martinique, c'est évidemment l'essor spectaculaire de la lutte contre le crime d'empoisonnement pour exiger punition des victimes, des coupables, pardon, et indemnisation des victimes. Alors, cela fait des dizaines d'années que ce combat était mené avec des livres réalisés par Boutouin et Confiant, avec des procès menés par la Sopama, par le MIR, par un certain nombre de personnes pour exiger réparation, avec la constitution de Lyon-Nage, de zéro-chlordécone, etc. Mais force est de constater que ce message n'était pas entendu, que les procès dormaient dans les tiroirs. Et qu'est-ce qui a changé en 2020? C'est l'engagement des gens qui étaient en première ligne, à savoir les ouvriers agricoles, et qui ont exigé réparation à partir d'enquêtes bien établies, à partir de réunions de conscientisation, à partir de revendications très élaborées. Et l'on a vu que cette dynamique a reçu un soutien unanime. Les élus, tous les parlementaires, des maires très nombreux, se sont engagés et la CTM qui a voté une motion en plénière se sont engagés pour soutenir les 11 points de revendication qui ne concernent pas seulement les ouvriers agricoles, mais les conditions de résolution de cette crise sanitaire et économique. Et donc, c'est un espoir qui montre que le 2020 a été finalement bénéfique pour notre peuple martiniquais. Alors, cela va nous amener à faire les 5 points qui concernent la situation internationale globale. Nous allons parler de la catastrophe environnementale, des catastrophes environnementales, de la crise sanitaire du Covid-19 qui sert de catalyseur aux changements économiques, politiques et sociaux. Nous allons également parler des mobilisations populaires dans le monde. Enfin, le banditisme accru des puissances impérialistes et les tentatives de fascisation mises en place par les États occidentaux pour y répondre, et plus généralement le basculement du rapport des forces au plan international. La lutte entre un système qui a fait son temps et qui se meurt et les tentatives de construire un nouvel ordre économique international, cela c'est une réalité qui a marqué très fortement l'année 2020. Alors on commence par les catastrophes environnementales. Le 2 janvier 2020, le 2 janvier 2020, donc tout début de l'année, on déclarait l'état d'urgence en Australie parce qu'il y avait des feux massifs, des incendies massifs incontrôlables qui ont tué, écoutez bien, 500 millions d'animaux ont été tués en Australie donc. Cela montre la gravité des effets du changement climatique et les conséquences sur les écosystèmes, sur l'agriculture, bref, sur la vie du monde. 2 janvier 2020. Le 28 décembre 2020, donc 2 jours avant la fin de l'année, on apprend qu'en Norvège, il y a eu un glissement de terrain qui a couvert des zones résidentielles, plus de 20 disparus, des blessés, etc. Du début à la fin de l'année. Vous, chacun d'entre vous, peut, je ne vais pas dire s'amuser, peut prendre le temps de voir semaine après semaine de par le monde le nombre de catastrophes naturelles, l'importance des dégâts humains
et économiques qu'elles ont provoquées. Alors, cette année, pendant laquelle on a dit qu'on a battu des records de chaleur, de température depuis des décennies, où la fonte des glaces a atteint un niveau jamais égalé, dépassant le record qui avait été enregistré il y a 5 ans de ça. Ces genres de catastrophes-là concernent l'ensemble de la planète. On a prévu 250 millions de migrants à venir dans les années à venir à cause des catastrophes climatiques. Les gens qui en meurent se comptent également par millions. Donc cette crise qui concerne l'ensemble de la planète est 1000 fois plus meurtrière que le Covid-19. Elle est 1000 fois plus emblématique de l'avenir, concernant l'avenir de l'humanité. Qu'est-ce qu'on entend dans les médias à ce sujet? De temps en temps, on annonce une conférence. Macron dit, bon, on va faire une réunion de citoyens pour recueillir des propositions. Et puis, on en parle beaucoup dans les médias. Et puis après, Macron dit, bon, et c'est pas la Bible ni le Coran, je ne vais pas faire ça. On n'en parle plus. On annonce une prochaine rencontre européenne. Comparez cela avec le tapage anxiogène qui est fait concernant le Covid-19, qui fait moins de morts que le paludisme, qui fait moins de morts que la malnutrition, qui fait moins de morts que les cancers, qui fait moins de morts que les accidents automobiles. C'est une façon de nous détourner de ces causes-là. Et pourquoi n'en parlent-ils pas? Parce que eux qui ont le pouvoir et le devoir de prendre des décisions immédiates en matière de chute des rejets qui causent l'effet de serre, qui ont des possibilités de faire des mesures immédiates pour imposer aux multinationales polluantes d'arrêter et de verser des milliards de réparations, n'en parlent pas. Mais ils donnent 135 € d'amende à une personne qui a baissé son masque pour manger un pain au chocolat. Ils imposent que des gens n'aillent pas travailler pour se nourrir. Hein? Tous ceux qui ne sont pas employés, mais qui sont dans l'informel, en ne sortant pas, en étant confinés, en étant couvre-feu, soi-disant dans leur grande gentillesse, ils veulent lutter contre le Covid-19. Eh bien, cette question des catastrophes environnementales est déterminante et doit nous appeler à nous mobiliser pour exiger que les gouvernements y portent réponse ou qu'ils dégagent. La deuxième question est liée justement à cette crise sanitaire du Covid-19, parce que malgré tout, elle est importante. Elle vient servir de catalyseur à des changements économiques, politiques et sociaux. Cela veut dire que les gouvernements en profitent, on l'a dit tout à l'heure concernant la Martinique, pour concentrer l'économie entre les mains des multinationales, à qui elles donnent des centaines de milliards au prétexte de plans de relance, quand elles donnent des pistaches aux gens qu'elles assassinent, qu'elles asphyxient, sans annuler les dettes fiscales et sociales des petits. Hein? Donc, il y a volonté de concentrer l'économie, de profiter pour, comme disait Raymond Barre, éliminer les canards boiteux, mais il y a également le fait que cela, indépendamment de leur volonté, accélère la crise fondamentale du système capitaliste et des rapports impérialistes qui prévalent dans le monde. Pourquoi? Parce que les transports sont gênés, parce que le travail salarial est en train de muter, on profite pour développer le télétravail, pour contrôler, etc., mais qui est très fragile et qui ne pourra pas répondre aux besoins de la réalité. Et on profite pour renforcer la fascisation du système en prenant le prétexte du Covid-19 comme on avait pris le prétexte de terrorisme pour commencer à le faire. Cette crise
de Covid-19, délite le système capitaliste, mais en même temps provoque les drames que nous avons signalés pour la Martinique, le délitement social, avec les multiplications de violences, avec les multiplications de maladies, hein, et parce que la destruction des services publics de santé se poursuit malgré toutes les belles déclarations qui ont été faites. Alors, ça nous amène à la troisième partie du bilan international. Comme nous l'avons signalé pour la Martinique, où il y a eu un regain des luttes, une prise de conscience, eh bien cela se retrouve aussi au niveau international. 2020 a été une année de lutte sur l'ensemble de la planète. Le mouvement des Gilets jaunes qui avait déjà commencé les années précédentes a été écrasé par la répression du gouvernement français, mais la résistance, l'esprit de résistance, le rejet du système n'a pas été écrasé. Au contraire, il a augmenté ce sentiment de la nécessité de mettre à bas ce système. Et les Gilets jaunes qui avaient commencé en disant « bon, c'est pas de politique, etc. » eh bien, ils ont pris une orientation claire à la base pour continuer la lutte en transformant la réalité à travers des initiatives alternatives sur des bases politiques. Les médias parlaient des débordements dans les manifestations de Gilets jaunes, mais ils ne parlent pas des congrès où ils font des bilans, où ils organisent la mise sur pied de convergence et d'initiatives alternatives. Ça, c'est un aspect pour la France. Mais au niveau international, on ne pourrait pas rester longtemps. Mais comme je vous avais invité à le faire concernant les catastrophes, je vous invite à prendre un temps pour voir les luttes populaires de par le monde. Les chaînes de centaines de kilomètres que les femmes font en Inde pour dénoncer les violences. Et puis ce mouvement né de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Parce qu'on a bien compris, c'était le 25 mai 2020, on a bien compris que ce n'était plus des Noirs qui luttaient parce qu'on ne respecte pas leurs droits. C'est une société, des centaines de milliers d'Américains de toute appartenance raciale se sont mobilisés contre les violences policières et pour dire que Black Lives Matter, que la vie des Noirs compte. Et puis le mouvement s'est étendu au niveau international. Cela a même mis des fractures dans la police, où des policiers se mettaient le genou à terre, le poing levé. Alors évidemment, les gouvernements réagissent. Évidemment, les forces les plus réactionnaires, rétrogrades, deviennent encore plus barbares. Mais ce mouvement-là est impétueux. On a parlé tout à l'heure du mouvement né en Martinique, dont on a connu un essor en Martinique, mais de destruction des statues, des symboles. C'est partout, c'est sur toute la planète que les gens disent non, c'est fini. Les symboles du colonialisme, du racisme, du suprématisme blanc, c'est partout que ça se fait. Et puis ce qui est intéressant dans les luttes populaires, c'est que les offensives menées par les impérialistes et les multinationales ont connu des échecs. L'échec connu en Bolivie, qui s'est traduit par le retour d'Evo Morales et par la victoire aux élections, la fuite lâche des gens qui avaient fait le coup d'État et les procès qui sont à venir pour leurs auteurs, la résistance du peuple vénézuélien contre les tentatives de subversion des États-Unis qui a permis qu'ils récupèrent l'Assemblée nationale vénézuélienne, les luttes au Chili qui ont imposé l'annulation de la constitution de Pinochet qui avait encore cours, les luttes en Argentine la semaine dernière encore qui ont permis que les femmes fassent valoir le droit à l'avortement contre les réactionnaires de l'Église catholique d'Argentine. Donc, tout cela montre qu'il y a une tempête
qui se prépare, et cela sur des bases nouvelles, qui s'appuient sur les mobilisations, mais qui s'appuient aussi sur le fait que, quand disons-nous chez nous, les empires de la téléphonie, pour vivre, ont besoin de vendre smartphones, de créer des réseaux sociaux. Mais l'élévation du niveau de conscience fait que ces réseaux sociaux-là sont organisés pour que les voix des dominés s'expriment. Alors c'est vrai qu'il y a des tentatives de censure, de blocage par Twitter, par YouTube, etc. Mais le phénomène est impétueux et ils ne peuvent pas vraiment interdire cela sans mettre en cause la vente de leurs produits et la rentabilité de leur entreprise. C'est vraiment Codium Maria. Alors évidemment, la parade, c'est de développer de tous leurs médias la thèse du complotisme. C'est vrai qu'il y a des complotistes, des têtes fêlées qui croient des choses sataniques, etc. Mais ces gens qui disent que la question du vaccin cache des, excusez le mot, vagabondagerie, une recherche de profit, et met en danger les gens, il y a manque de sécurité, ce n'est pas du complotisme. Il y a suffisamment d'éléments pour qu'on comprenne que l'on veut sacrifier la prudence dans l'intérêt des laboratoires vendeurs de produits. Tout est complotisme. Hier, on a même entendu un soi-disant démonteur de fake news sur un média, sur une chaîne télévision occidentale, dire les complotistes disent que les gouvernements profitent du Covid pour renforcer la domination. Bon, chacun aura compris qu'ils font leur boulot, mais que c'est bien une réalité que ce sont les comploteurs qui sont à la manœuvre pour essayer de nous faire peur, mais ils n'arriveront pas à empêcher cette dynamique de mobilisation populaire, et tout en précisant que les réseaux sociaux, moyens de lutte, mais danger aussi, mais nous y reviendrons. Le quatrième point, nous parlons là de la fascisation du système qui est bien réel et du banditisme accru des puissances impérialistes. Alors, toutes ces mesures qui empêchent aux gens de circuler, qui obligent de présenter des attestations, qui disent « toi tu peux aller travailler, mais toi tu ne peux pas aller voir ta grand-mère, toi tu dois faire ceci », c'est évidemment quelque chose qui favorise une tendance qui existait déjà, par laquelle les gouvernements contrôlaient. Et puis on essaie de glisser une application pour dire où on est, qui est en contact. Vous allez manger à tel restaurant, il faut donner votre nom, etc. Soi-disant pour chercher les cas contacts. Mais évidemment, les gouvernements qui ne sont pas des saints, qui ne sont pas des nounous, ne sont pas là pour protéger essentiellement. S'ils protégeaient, ils auraient donné des logements aux sans-abri. S'ils protégeaient, ils n'auraient pas exclu les gens qui ne peuvent pas payer leur loyer et puis fermer l'eau. S'ils protégeaient, il n'y aurait pas eu de coupure d'eau pendant 3 semaines aux 3 îlets. Non. Ils sont là pour profiter de l'occasion pour fasciser, et cela partout. Mais on a parlé de banditisme accru. Le banditisme des puissances impérialistes a commencé avec leurs interventions au Venezuela, leur embargo par-ci, leur intervention en Syrie, qui ne respectent pas le droit international. C'est déjà du banditisme. Mais il a été accru avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donald Trump, ce n'est pas un individu qui fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi à la demande des multinationales, des lobbies de l'armement, des lobbies de la pharmacie et des franges les plus réactionnaires, fascistes des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il fait, Donald Trump? Eh bien, il supprime les droits sociaux aux États-Unis, il agresse les immigrés, il essaie de renvoyer des enfants sans leurs parents dans des pays où ils n'ont aucun lien d'attache, et puis, il reconnaît Jérusalem, et puis, comme capitale de l'État d'Israël, il fait une bande de criminels monarchistes signer des accords avec Israël. C'est la fameuse signature de normalisation entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, etc., où
le clan des criminels, des dictatures criminelles arabes se rallie avec le chien de garde israélien dans la région, le chien de garde des impérialistes, donc Israël qui est dans la région, de façon à généraliser la politique de la colonisation illégale, la politique d'annexion des territoires qui est illégale. C'est du banditisme, ça ne respecte pas le bien. Le fait que Donald Trump et les États-Unis aillent assassiner un scientifique en Iran sous prétexte qu'il travaille au programme nucléaire, c'est du banditisme. Donc on rentre. Le fait que la Grande-Bretagne vole le stock d'or du Venezuela au mépris de toute loi internationale pour essayer d'aider Guaido, c'est du banditisme. Donc on a vu qu'en 2020, il y a une accélération. Auparavant, ils prenaient des gants, ils cherchaient des majorités à l'ONU, au Conseil de sécurité. Mais là, ils se moquent totalement du droit international. Et cela, pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris ce que nous avons dit tout à l'heure, que la tempête des luttes populaires va les balayer. Donc, ils n'ont plus aucun état d'âme pour essayer de se protéger. Ceci dit, et ce sera le dernier point concernant la situation internationale, 2020 a consacré le basculement du rapport des forces au plan international. On avait déjà parlé du délitement de l'Europe, de l'affaiblissement du dollar et de la tutelle des États-Unis, etc. On avait déjà pressenti ça les années précédentes. Mais là, avec la crise de Covid-19, la façon dont la Chine, qui devient la première puissance mondiale au plan commercial et économique, eh bien, c'est accru. Parce qu'en même temps qu'il y avait des centaines de milliers de morts aux États-Unis, à cause de la politique libérale qui est imposée dans le secteur de la santé, en Chine, ils ont maîtrisé la situation et dans toute une série d'autres pays. Donc le Covid-19, on l'avait dit plus haut, a déstructuré les moyens de contrôle États-Unis pendant que les rivaux continuaient leur montée en puissance, leur croissance. Donc le rapport de force au plan strict de l'économie a commencé à évoluer et s'est affirmé en 2020, d'autant plus qu'en 2020, 10 États de l'Assemblée des pays, des nations du sud-est asiatique ont signé un accord. On comprend la Chine dans cet accord, mais on a l'Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, donc les nouveaux dragons, les Philippines, le Vietnam, la Birmanie, le Cambodge, le Laos, Brunei, le Japon et la Corée du Sud, alliés traditionnels des États-Unis. C'est plus que la moitié de la population mondiale. C'est plus que la moitié de la population mondiale. Ces gens-là ont signé un accord de libre-échange et de coopération économique. Qui peut croire que l'Union européenne ou les États-Unis, dans l'état de l'évitement qu'ils sont, pourront résister à cela? Sans compter que la semaine dernière, tous les pays africains, sauf l'Éthiopie, ont signé un accord de libre-échange. Alors c'est dans un esprit capitaliste, d'accord, mais ils ont supprimé les droits de douane. Les droits de douane que les pays africains avaient en commerçant avec le reste du monde étaient dissuasifs. Maintenant, sans droit de douane entre ces pays-là, la complémentarité, même si c'est sur des bases libérales, entre ces pays-là, va se faire et l'économie capitalistique va être boostée. On a parlé de l'Asie, là on parle de l'Afrique. Que reste-t-il à l'Europe, qui est en train de se diliter, puisque le Brexit est devenu effectif le 1er janvier 2021. Que reste-t-il à l'Europe quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le plan de 700 milliards qu'ils avaient prévu pour la relance et que la contradiction entre les pays les plus réactionnaires, Pologne, Hongrie, etc., s'accentue et
entre eux, disons, et les pays plus de l'Europe de l'Est. Donc, les États-Unis, on a vu dans quel état ils sont, l'Europe. Donc, 2020 a consacré ce basculement-là. Et une nouvelle qui est tombée hier, qui nous permet de poser toutes les questions, c'est la question du Bitcoin, qui a atteint un record jamais envisagé de 30 000 Bitcoin pour $1. Et l'on explique cela parce que les investisseurs mondiaux qui se méfiaient, qui combattaient, voyant les vicissitudes du dollar et les risques de l'économie mondiale, ont décidé de se mettre à la page du Bitcoin, de faire des investissements se basant sur les Bitcoins. Donc, la monnaie, on le sait, c'est le cœur de l'économie capitaliste. Cette donnée-là, bon, c'est fluctuant, ça peut, comme il s'agit d'une bulle économique, ça peut éclater, provoquant une nouvelle crise. Mais le résultat, c'est que en 2020, les choses ont totalement changé et sont irréversibles. Alors, les gens qui continuent, qui s'entêtent à dire « Ah, on donne des subventions à l'Europe. Ah, il ne nous faut pas prendre l'indépendance. Il faut rester accroché à la France. » prennent une lourde responsabilité devant l'histoire. Parce que de toute façon, leur plan va échouer et ils vont retarder notre possibilité d'être prêts en tant que nation pour participer au nouvel ordre mondial qui est en train de se construire. Alors, on va finir cette partie bilan en faisant un petit point sur les vœux. Parce qu'il y a des gens qui disent que, bon, ça ne sert à rien de présenter les vœux, bon, etc. On comprend, ça ne change rien, j'étais malade, j'ai fait des vœux. C'est une erreur de comportement, c'est une erreur qui s'appuie sur le fait qu'on ne sait pas la fonction sociale des vœux. Présenter des vœux, c'est un acte social qui permet de consolider les liens. Chaque année, le fait qu'on souhaite les vœux à tous ces contacts, et même à des gens avec qui on n'est pas très très bien, renforce un petit peu le tissu social. C'est une convention importante, mais surtout nécessaire psychologiquement, surtout en période de crise. S'entendre dire par tous ceux qui sont autour de soi, bon courage, bonne santé, etc., ça remonte le moral. Personne ne peut nier cela. Donc, on peut dire que le contenu des vœux doit s'adapter à la réalité, au pragmatisme. Mais il faut être sincèrement animé de l'intention d'aider les autres en leur disant bon courage, bonne santé, tiens birette. Alors, moi, je vous le dis au nom de RFA, au nom de tous les militants qui m'entourent là, bonne année, santé, gourmet, lité, cherchez bonheur à autres, mais savent que c'est les autres qui font bonheur aux autres. Donc, voilà ce que je voulais dire pour la première partie. Je vous propose une respiration musicale avant que nous entamions la deuxième partie qui concerne la déconstruction de la propagande occidentale. Voilà. Alors, nous allons prendre la deuxième partie de notre émission. Nous avons expliqué que dans ces temps tumultueux, il est absolument important que nos idées soient claires, que nos objectifs soient bien définis. Et pour cela qu'il nous faut nous débarrasser de l'aliénation, des conditionnements liés à la propagande bourgeoise. Nous avons une première série, on a parlé de démocratie, de laïcité, de révolution française, etc. Non, bref, on a parlé de ces...
Et aujourd'hui, je vous propose de parler de la question de l'humanitaire et des crimes contre l'humanité, parce que c'est un terrain de propagande extraordinaire entre les mains des Occidentaux, des impérialistes. Alors d'ailleurs, on n'a qu'à voir comment les médias, toute l'année, ne cessent de donner des informations pour louer les aides humanitaires portées par la France, par-ci, par-là, par les États-Unis qui ont débloqué ceci, cela. Ils parlent un peu moins des aides humanitaires entre pays du tiers-monde, pour aller vite, mais l'aide humanitaire. Depuis quelques décennies, à côté de l'aide, le fait de porter du lait, des médicaments, on a imaginé ce qu'on appelle le devoir d'ingérence. Je crois que c'est Bernard Kouchner, le premier qui a lancé le mot, mais qui depuis a été repris par leur petite communauté internationale. Le devoir d'ingérence humanitaire qui sert à légitimer les interventions militaires, soi-disant pour secourir des peuples opprimés. Et puis pour faire bon compte, ils se sont dotés de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale s'est octroyé la charge de punir les crimes contre l'humanité et donc d'assurer qu'il n'y ait pas de dictature qui fasse des méchancetés au peuple. Nous avons là 3 paravents qui sont dressés pour masquer la politique de pillage et d'agression des impérialistes. Il nous faut absolument faire tomber ces paravents. Alors, concernant la question de l'humanité, rappelons la définition du mot. Il s'agit de tout ce qui relève du sentiment d'humanité, c'est-à-dire la disposition à la compréhension, à la compassion envers ses semblables, et ce qui aide à porter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Si l'on se réfère à la définition du dictionnaire Larousse, l'humanitaire concerne tout ce qui vise à améliorer les conditions des hommes. Et depuis quelques années, le mot a pris un sens spécial pour désigner ce qui concerne les secours d'urgence portés aux populations en danger. Bien, le tour de force des propagandistes du système, c'est d'être parvenu à installer dans l'opinion l'idée, majoritairement, l'idée que ceux-là même qui pillent et agressent les peuples peuvent en même temps en être les sauveurs. Alors, on reconnaît que les États-Unis font des exactions, que la France fait des méchancetés en Afrique, mais on tolère cela, même on excuse cela, puisqu'ils envoient de l'aide humanitaire. Donc, dans le plateau de la balance, on nous quitte et voyez toujours. Ils soutiennent, ils arment les pires dictatures, mais on accepte qu'ils interviennent militairement dans les pays du monde pour, soi-disant, empêcher aux populations de souffrir. Ils bombardent la Syrie pour empêcher à Assad de faire des méchancetés à son peuple syrien. Et puis, tout le monde applaudit au fait qu'il y ait une Cour pénale internationale permanente, à vocation universelle, chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Cette Cour-là, de pénale internationale, où font la pluie et le beau temps, ceux qui ont colonisé, réduit en esclavage, massacré des Amérindiens, mené des guerres coloniales, qui pillent l'économie, ce sont eux qui jugent, et puis il faudrait croire qu'elle est utile pour empêcher les crimes contre l'humanité. Alors, ici, il faut rappeler quand même que la Cour pénale internationale a refusé de juger des criminels israéliens, comme elle avait refusé de juger Pinochet. Il faut rappeler qu'elle cible prioritairement des chefs d'État africains,
où justement leurs pays interviennent pour piller et faire la pluie et le beau temps. Il faut rappeler aussi que les États-Unis, la principale puissance impérialiste agressive et coupable de crimes, n'a pas reconnu la validité de la Cour pénale internationale et ils ont même voté, les États-Unis, une loi qui autorise leur armée à aller récupérer dans n'importe quel pays ceux de ses ressortissants que la CPI condamnerait. Récemment, il me semble que ça fait 2 mois, ils ont pris des dispositions pour prendre des sanctions contre des membres du tribunal pénal international qui envisageaient la possibilité d'ouvrir un dossier contre des États-Unis. Alors, ça, c'est la CPI. La CPI est chargée, dit-on, de juger les crimes contre l'humanité. Et ces crimes-là, comment sont-ils définis par la Cour en question? Il s'agit de l'exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. Des crimes qui ont été déclarés imprescriptibles. Mais on a parlé de plans concertés. Les plans concertés élaborés par les multinationales et les gouvernements des pays impérialistes pour motifs économiques, ce qui n'apparaît pas de leur définition. Et ces crimes-là, donc commis pour motifs économiques, restent soigneusement cachés sous leur tapis. Pourtant, les crimes concernés provoquent la mort de millions de victimes quotidiennement, des millions de personnes quotidiennement. Ce sont les enfants surexploités dans leurs usines textiles délocalisées en Inde ou au Pakistan. Ce sont les enfants esclavagisés dans les plantations de cacao qu'ils possèdent en Côte d'Ivoire. Ce sont les enfants qui, au Yémen, parmi des dizaines de milliers d'autres civils, sont décimés par des bombes qu'ils livrent à la dictature saoudienne. Ce ne sont que quelques exemples parmi des milliers d'autres. Les famines et les crises alimentaires provoquées par leur guerre, leur embargo, leurs sanctions illégales, les catastrophes environnementales causées par leur appétit productiviste et leur soif de profit, la systématisation de l'obsolescence programmée, le commerce des déchets toxiques, l'empoisonnement des peuples et de l'environnement aux pesticides, l'expérimentation de médicaments menés dans les pays du tiers-monde ou la distribution de produits avariés. Tout cela relève incontestablement du crime contre l'humanité, commis en bande organisée et en toute connaissance de cause. Alors de temps en temps éclate un scandale, vite étouffé, mais jamais une procédure pour punir les coupables n'est envisagée par cette fameuse Cour pénale internationale. En vérité, c'est là la déconstruction. Il nous faut comprendre que la prétendue aide humanitaire venant des impérialistes n'est pour eux que moyen de se dédouaner à bon compte, et elle est toujours objet de chantage pour imposer leur hégémonie. Le devoir d'ingérence est un cynique prétexte pour justifier des agressions militaires, et la CPI n'est qu'un moyen d'imposer les dictats des impérialistes à l'ensemble du monde. N'ayons donc aucune illusion, les famines, les catastrophes sanitaires et autres fléaux, les crimes massifs contre l'humanité se perpétueront et resteront impunis tant que subsistera la domination impérialiste et tant que ne sera pas éradiqué le système capitaliste. Le plus ubuesque, c'est que tout en escamotant leurs responsabilités quant aux conséquences de leur politique ultralibérale de pillage et d'agression, les impérialistes pratiquent un chantage ininterrompu à la générosité et réussissent à donner mauvaise conscience à ceux qui ne mettent pas la main à la poche. Leurs médias organisent collecte après collecte, pendant que partout,
leurs États se désengagent et qu'ils encouragent les gens à léguer des biens aux institutions caritatives. Il faut absolument briser le carcan de l'aliénation. Déconstruire les idées fausses n'est pas seulement une nécessité impérative pour renverser le système, c'est surtout une exigence pour notre propre émancipation individuelle et collective, ainsi que pour la construction d'un monde alternatif. L'on ne pourra jamais renverser le système sans se purger des mécanismes de pensée, du venin de division et de haine que les classes dominantes ont propagé au sein des peuples. Dans le combat mené contre les idées et les comportements réactionnaires, il est essentiel de distinguer, d'une part, les prédateurs et idéologues des classes dominantes, et d'autre part, les aliénés qui, dans la population des pays occidentaux, victimes de l'ignorance et du conditionnement, sombrent dans le racisme, la xénophobie et autres perversions. Reconquérir notre humanité nous appelle à comprendre tous les ressorts qui animent la nature humaine. La théorie marxiste a permis d'établir que la conscience des individus est modelée par leur position de classe, leur niveau de connaissance et le poids des idées dominantes de l'époque. Les sciences humaines, particulièrement la psychologie et la sociologie, permettent largement de décortiquer les mécanismes de la manipulation, du conditionnement et des aliénations qui expliquent les comportements négatifs des populations dominées. Enfin, notre grand Frantz Fanon a magistralement montré qu'en s'attaquant à l'humanité de l'opprimé, l'oppresseur détruit la sienne propre. Autrement dit, tout crime déshumanise son auteur et toute haine conduit celui qui en est porteur, quel qu'il soit, à son autodestruction. Il s'agit donc pour nous, comme le dirait Mao Tse-tung, de guérir la maladie pour sauver l'homme. Il n'est absolument pas question ici de prôner ni une quelconque indulgence envers les responsables des crimes, ni l'absence de fermeté dans la lutte contre les méchancetés et les scélératesses venant de quiconque. Il s'agit, dans notre façon d'y faire face, de toujours préserver notre propre humanité. Et pour cela, il faut absolument déconstruire la grille d'analyse par laquelle les classes dominantes ont aliéné les esprits. Au XVIe siècle déjà, Michel de Montaigne avait pressenti que chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Alors, bien sûr, Montaigne a développé des idées réactionnaires de son époque, mais là, il y avait une intuition importante. Et le regard que nous posons sur chaque individu, l'analyse que nous faisons de chaque situation, doivent, d'une part, prendre en compte que, comme disait José Marti, tout homme a deux mères, la nature et les circonstances. Et, d'autre part, elles doivent considérer que les personnes humaines sont chacune des individus qu'on doit prendre en tant que tels. L'homme peut être capable du meilleur puis du pire puis du meilleur, ou des deux à la fois. Et dans toute communauté humaine, quelle qu'elle soit, se trouvent des personnes empreintes d'humanité et d'autres qui ont définitivement perdu la leur. Combattons donc sans concession l'idée que les crimes et les torts puissent être l'apanage d'un groupe humain particulier du fait de son origine sociale, de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de sa religion. On comprendra cela avec l'islamophobie qui est développée aujourd'hui. Quelle différence de nature peut-il y avoir entre l'ignominie de l'oppression des Dalits par les castes supérieures en Inde, les massacres racistes des Rohingyas par les bouddhistes, Birman, les décapitations par les tueurs de Daesh, qui, rappelons-le, sont originaires tant d'Europe que d'Asie et d'Afrique, le bombardement de populations civiles par des armées occidentales, les crimes du terroriste noir de Boko Haram, Shekou,
ou du Norvégien chrétien blanc aux yeux bleus, Breivik. Est-il acceptable d'établir une hiérarchie entre toutes ces horreurs? Mais inversement, ne viennent-ils pas de toute nationalité, de toute ethnie, de toute race, de toute confession religieuse, ces personnes gorgées d'humanité qui agissent avec générosité et désintéressement pour améliorer la vie de ceux qui sont dans le besoin ou la détresse? À l'échelle mondiale, entre 1995 et 2000, on a évalué à 141 millions de personnes le nombre de bénévoles qui, dans 36 pays, ont participé à l'organisation d'opérations de solidarité. Alors bien sûr, nous retranchons de ces bénévoles les ONG instrumentalisées par les impérialistes qui agissent avec paternalisme, qui jouissent de privilèges et qui font surtout un travail pour tromper les gens idéologiquement. Nous les excluons. Mais n'empêche que les bénévoles, dans leur grande majorité, portent sincèrement leur aide aux gens qui en ont besoin. En France, 20 millions de personnes actuellement, soit 38% de la population des 15 ans et plus, offrent leur temps et leurs compétences aux autres par l'intermédiaire d'organisations caritatives, écologiques, syndicales ou autres. Et chez nous en Martinique, malgré le délitement social généré par la domination coloniale, malgré l'incessante offensive conduite pour propager les divisions, les réactions d'autodénigrement en son sein, notre peuple, dans son écrasante majorité, fait et a toujours fait preuve de générosité et de solidarité. L'indéniable réalité, c'est que les vrais sentiments humanitaires sont partout vivants et majoritaires dans le monde. Les empires médiatiques le cachent pour priver les peuples d'espérance et pour pouvoir continuer à les diviser en attisant les chauvinismes et en désignant des boucs émissaires. Comprendre cela, c'est ouvrir la voie à l'éradication de l'impérialisme et du système capitaliste. C'est aussi contribuer au progrès de l'humanité. Car une fois débarrassés de toute aliénation, nous pourrons consolider l'unité au sein de notre peuple et entre les différents peuples et être ainsi en mesure de mettre à bas toutes les dominations. Nous pourrons donner plus d'ampleur à la dynamique de construction des alternatives et nous pourrons être plus efficaces dans la restauration du tissu social tellement mis à mal par la barbarie ultralibérale. C'est ainsi que les peuples pourront prétendre à une vie digne dans une société harmonieuse où le mieux-être ne dépendra pas des charités spectacles ou des aides humanitaires. C'est ainsi que l'on pourra définitivement tourner la page des crimes contre l'humanité. Merci de votre attention. Nous allons écouter Thierry dans un petit moment parler des informations nationales. J'annonce déjà que dimanche prochain, nous allons aborder dans notre travail de déconstruction le thème de l'indépendance et de la souveraineté. Merci encore de votre attention.